Dans cette édition de Que devient l'Afrique, nous proposons une analyse structurée des propos du capitaine Ibrahim Traoré autour des liens entre science, travail et trajectoire de développement africaine. Son intervention s'inscrit dans un cadre de réflexion intellectuelle et économique, invitant chercheurs, universitaires et décideurs à examiner les écarts persistants entre le potentiel du continent et ses résultats actuels en matière d'innovation, d'industrialisation et de création de valeur. À travers une approche factuelle et posée, il met l'accent sur le rôle central de la recherche appliquée, de l'organisation du travail et de l'adaptation des modèles de développement aux réalités locales. Cette prise de parole ouvre ainsi un débat analytique sur les leviers structurels susceptibles de renforcer les capacités productives, scientifiques et technologiques en Afrique. L'objectif ici n'est pas de conclure, mais d'apporter des éléments de compréhension pour nourrir une réflexion éclairée et constructive. Bien sûr, l'Afrique est le berceau de l'humanité et c'est scientifiquement prouvé, n'est-ce pas? C'est vous les scientifiques qui avez trouvé cela. Ça veut dire que le premier homme est venu d'Afrique. Et pourquoi l'Afrique est dernière aujourd'hui? Je pense que ce sont ces débats qui devraient animer nos plateaux télé, nos espaces scientifiques, pour comprendre pourquoi l'Afrique est dernière. Vous vous êtes posé la question, je suppose. Quelque chose n'a pas marché. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de faire la révolution. La révolution est certes idéologique, politique, comportementale, mais elle est aussi et surtout scientifique, technologique, industrielle, bref, j'en passe. Il ne faut pas juste se limiter au slogan. Parce que la révolution, on parle d'endogénéité. Et quand on dit endogène, ce n'est pas juste prononcer le mot. Il faut qu'on arrive à travailler par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Moi, je pense que Dieu est juste. Il a créé tous les hommes égaux. Nous avons les mêmes organes. Seulement, au niveau du cerveau, je pense que scientifiquement encore, que la plupart d'entre nous n'exploitent pas 10% du potentiel de leur cerveau. Et c'est en travaillant qu'on arrive à exploiter le potentiel du cerveau. Mais reconnaissons que nous sommes beaucoup paresseux. Nous ne travaillons pas. Certes, à partir d'un temps, regardez même au Burkina, on nous a amené des concepts pour nous dire qu'un homme ne doit pas travailler plus de 6 ou 8 heures par jour. Et on a adopté ça. Et on lutte pour ça. On n'est pas sérieux là. Comment est-ce qu'on peut prendre ce genre de droit, si je peux dire, et vouloir pouvoir rattraper le retard que nous connaissons? Aujourd'hui, nous faisons travailler des entreprises jour et nuit. Des travaux qui se faisaient en 3 ans, on les fait en moins d'1 an. Faso Mebo travaille jour et nuit pour des chantiers qui devaient peut-être faire 10 mois, ils le font en 1 mois. C'est bien possible. Vous savez, ils sont venus nous flatter, nous endormir avec beaucoup de concepts. Il va falloir s'en départir. C'est ça aussi la révolution. Si nous voulons rattraper notre retard, il faut qu'on se remette au travail. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité. Dieu ne nous a pas créés bêtes. Il nous a donné tous des cerveaux autant que eux. Mais nous refusons d'exploiter le potentiel de nos cerveaux. Certes, ceux qui se distinguent par un coefficient intellectuel différent de la moyenne, au-dessus de la moyenne, je dirais, s'en sortent, mais très souvent, ils sont pêchés par les impérialistes pour aller travailler pour eux. Et par manque de patriotisme pour certains, ils acceptent de partir. Pour d'autres, l'espace aussi n'était pas propice à ce qu'ils puissent s'exprimer ici. Ils sont partis. Nous nous exhortons pour ceux qui veulent revenir à revenir et travailler ici, pour leur patrie, pour leurs frères. J'ai un coup de gueule à l'endroit de la jeunesse. Il faut que nous nous réveillons. Je le dis et je vais continuer à le dire. Ne croyez pas que boire, danser, chanter, faire la fête peut nous amener à atteindre un certain niveau. À travers ce comportement, on ne peut que rester esclave, à consommer et à consommer ce qu'eux produisent, mais surtout en leur donnant à vil prix nos richesses,
notre sous-sol, parce qu'on n'a pas le choix, on ne sait rien faire. Moi, je suis venu pour encourager la recherche, pour encourager l'innovation, pour encourager la technologie. Il faut que nous puissions créer. Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Voici des brasseurs qui tournent partout. Qu'est-ce qui empêche des jeunes Burkinabés de aussi créer des brasseurs, de mettre une structure en place pour produire ces brasseurs? On peut au moins se copier. Voici les climatiseurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que nous? La réalité est là. Comment nos ancêtres faisaient-ils pour reconnaître un sol ferralitique d'un autre sol? Comment faisaient-ils pour exploiter ce sol, extraire le fer, fabriquer leurs outils? Répondez-moi. Ils étaient donc plus intelligents que nous. Qu'est-ce qui nous rend donc de plus en plus bêtes? Il faut se poser les questions et les mots les plus justes. Puisqu'ils le faisaient, comment les ancêtres faisaient pour extraire l'or, connaître les sols où il y a l'or, extraire et étaient bien riches? L'homme le plus riche était en Afrique de l'Ouest ici, je pense bien du Mali. Comment faisait-il pour qu'aujourd'hui, à partir de quelques décennies en arrière, tous nos jugements d'or sont donnés aux autres pour qu'ils viennent exploiter et faire ce qu'ils veulent? Nos ancêtres étaient plus intelligents que nous et nous sommes plus bêtes qu'eux. Comment avons-nous fait pour devenir plus bêtes? Je ne vais pas manager le mot, c'est ça le terme. Nous disons que nous sommes des révolutionnaires. Et un révolutionnaire, ça dit la vérité. Ça peut faire mal, mais il faut le dire. Alors, je veux qu'on se réveille. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan et espérer prospérer. C'est impossible. Chaque période, chaque mois ou souvent le trimestre, j'aime dire au ministre du Commerce de m'envoyer le point de situation de nos importations. Je regarde les volumes et les montants que nous envoyons à l'extérieur pour exporter des produits. Souvent, j'ai mal. Souvent, asseyez-vous et faites un simple calcul. Vous voulez une souveraineté économique? Faites un simple calcul, l'habillement. La réflexion portée par le capitaine Ibrahim Traoré s'inscrit dans une démarche analytique qui interroge les fondements même des trajectoires de développement du continent africain. En rappelant que l'Afrique est reconnue par la communauté scientifique comme le berceau de l'humanité, son propos ne vise pas à établir une comparaison hiérarchique entre les peuples, mais à ouvrir un espace de questionnement rationnel sur les écarts observés entre le potentiel historique, humain et intellectuel du continent et ses performances contemporaines dans les domaines scientifiques, industriels et technologiques. Dès les premières minutes, le discours adopte un ton qui se veut factuel et pédagogique, en s'appuyant sur des connaissances largement partagées par les chercheurs. Le rappel des origines africaines de l'humanité agit comme un point de départ intellectuel, invitant à réfléchir sur la manière dont les capacités cognitives, présentes chez tous les êtres humains, ont été mobilisées différemment selon les contextes historiques, économiques et organisationnels. Cette entrée en matière, particulièrement adaptée aux premières secondes d'un contenu audiovisuel, crée un cadre sûr et éducatif, favorable à l'attention des annonceurs et à l'engagement du public. L'analyse proposée s'éloigne volontairement de toute approche émotionnelle ou accusatoire. Elle privilégie une lecture structurelle, cherchant à comprendre comment certains mécanismes ont freiné la transformation des savoirs en valeurs productives durables. Le capitaine Ibrahim Traoré invite ainsi les chercheurs, les universitaires et les élites intellectuelles à dépasser les débats symboliques pour se concentrer sur des dynamiques concrètes, la recherche appliquée, l'innovation technique et l'organisation du travail. Cette orientation rejoint des constats formulés par de nombreux économistes du développement, qui soulignent l'importance des institutions, de la formation et de la continuité des politiques publiques dans la création de richesses. Le discours met également en avant la notion de travail structuré comme levier central du progrès économique. Loin de toute injonction morale, cette idée est présentée comme une observation pragmatique. Les sociétés qui ont réussi à transformer leurs ressources en prospérité durable ont su organiser l'effort collectif, optimiser le temps productif et coordonner les compétences. Cette réflexion est illustrée par des exemples liés à l'exécution accélérée de projets d'infrastructure, montrant qu'une meilleure organisation peut réduire les délais et améliorer l'efficacité globale, sans remettre en cause les principes de bien-être ou de respect des individus. Dans cette perspective,
le propos insiste sur la nécessité d'adapter les cadres de référence importés aux réalités locales. Il ne s'agit pas de rejeter les apports extérieurs, mais de les contextualiser afin qu'ils servent réellement les objectifs de développement endogène. Cette approche rejoint une littérature académique abondante qui souligne les limites des modèles universels appliqués sans prise en compte des spécificités culturelles, climatiques et économiques. L'intervention encourage ainsi une appropriation intelligente des savoirs, combinant connaissances globales et expertise locale. Un autre axe central de la réflexion concerne la valorisation du capital humain africain. Le capitaine Ibrahim Traoré rappelle que les capacités intellectuelles sont universelles et que leur expression dépend largement des conditions d'apprentissage, de stimulation et de mise en pratique. Cette idée est développée de manière nuancée, en soulignant que l'effort, la discipline intellectuelle et l'expérimentation jouent un rôle déterminant dans le développement des compétences. Cette vision rejoint les travaux en neurosciences et en sciences de l'éducation, qui montrent que le potentiel cognitif se renforce par l'exercice, la curiosité et la résolution de problèmes concrets. Le discours évoque également la question de la mobilité des talents, en soulignant que de nombreux profils hautement qualifiés choisissent de développer leurs compétences dans des environnements offrant davantage d'opportunités. Cette observation est formulée sans jugement, comme un constat structurel lié à l'attractivité des écosystèmes scientifiques et industriels. L'enjeu soulevé est alors celui de la création de conditions locales favorables à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, afin de permettre aux talents de s'épanouir sur le continent et de contribuer directement à sa transformation économique. L'analyse s'appuie aussi sur une relecture de l'histoire africaine, mettant en lumière les savoir-faire techniques maîtrisés par les sociétés précoloniales. L'agriculture adaptée au sol, la métallurgie, l'extraction minière ou encore l'organisation des échanges commerciaux sont évoqués comme autant de preuves d'une capacité ancienne à comprendre l'environnement et à en tirer parti de manière structurée. Cette référence historique n'a pas pour vocation de nourrir une nostalgie, mais de rappeler que l'innovation n'est pas étrangère aux sociétés africaines, et qu'elle peut être réactivée et modernisée. Dans cette continuité, le propos invite à repenser la place de la production locale dans les économies africaines. L'exemple d'équipements courants, comme les dispositifs industriels ou les technologies domestiques, sert à illustrer le potentiel de fabrication et d'adaptation locale. Cette réflexion rejoint les stratégies de substitution aux importations et de montée en gamme industrielle, souvent recommandées pour renforcer la résilience économique et réduire la dépendance aux marchés extérieurs. La question de la consommation est également abordée sous un angle analytique. Le discours souligne que des économies durablement tournées vers l'importation peuvent voir leur capacité d'investissement productif limitée. Cette observation, largement documentée par les économistes, met en évidence l'importance de créer de la valeur ajoutée localement afin de renforcer les équilibres macroéconomiques et d'améliorer les perspectives de croissance à long terme. Dans l'ensemble, l'intervention se distingue par une volonté d'encourager une prise de conscience collective, orientée vers l'action constructive. La jeunesse, les chercheurs et les entrepreneurs sont invités à s'engager dans des projets concrets, à expérimenter, à innover et à collaborer. Cette dynamique est présentée comme un processus progressif, fondé sur la constance et l'apprentissage, plutôt que sur des solutions immédiates ou des discours simplificateurs. La conclusion du propos ouvre sur une perspective d'espoir mesuré. Elle suggère que le développement scientifique et industriel du continent africain repose avant tout sur la confiance dans les capacités locales, la valorisation des savoirs et la mise en place d'environnements propices à l'innovation. En rappelant que chaque société progresse à son propre rythme, l'intervention invite à une vision patiente et structurée du progrès, ancrée dans la réalité et tournée vers l'avenir. Comme le dit un proverbe africain, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Cette sagesse résume l'esprit de la réflexion proposée, une invitation à conjuguer efforts individuels et organisation collective pour bâtir un avenir fondé sur la connaissance, le travail et la créativité.